Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver. Au sommaire, ce dimanche, c'est une annonce spectaculaire. Donald Trump et Kim Jong-un vont se rencontrer. Alors, espoir ou scepticisme, après des mois d'escalade verbale et balistique, le dirigeant nord-coréen a-t-il, quoi qu'il arrive, gagné au jeu diplomatique? Les deux Corées vont elles aussi discuter. Un sommet doit avoir lieu. Comment ce rapprochement intercoréen est-il perçu dans la région? Le président américain impose des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Cette décision de Donald Trump est-elle bonne pour l'économie américaine? A-t-il déclaré une importante guerre commerciale? Comment l'Union européenne et la Chine vont-elles riposter? Et quelles seront les conséquences sur l'économie mondiale et sur les citoyens? Les forces classées dans le fourre-tout populiste ne cessent de progresser en Europe. Dernier exemple en date, les élections en Italie. Cette percée populiste est-elle un danger pour l'Union européenne? Jusqu'où ira cette vague populiste? Le populisme, est-ce un mal européen? Est-ce qu'un cycle politique est en train de prendre fin en Europe? Pour commenter, décrypter et analyser cette belle semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Marianne Perrondoise, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Vos travaux portent sur les dynamiques stratégiques et sécuritaires en Asie du Nord. Vous êtes chargée du programme Sécurité maritime internationale, également ancienne conseillère politique au commandement maritime de l'OTAN. Guillaume Duval, éditorialiste au magazine français Alternatives économiques, après en avoir été rédacteur en chef jusqu'en décembre dernier. Ingénieur de formation, vous avez travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie allemande. Christian Rioux, journaliste, essayiste, chroniqueur politique et correspondant en Europe du quotidien québécois Le Devoir, également membre associé de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Et puis Thomas Cantaloube, grand reporter en actualité internationale pour le site français d'information Mediapart. Auparavant, vous avez passé de nombreuses années aux États-Unis comme correspondant pour différents médias. Nombreux reportages également aux quatre coins de la planète. Merci à vous quatre d'être ici en plateau ce dimanche pour nous livrer votre analyse de l'actualité. Si vous qui nous regardez chez vous, aux quatre coins de la planète, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous nous faites signe sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque, ou alors sur notre page Facebook, on vous y attend nombreux. Après des mois d'escalade verbale et balistique, c'est donc une annonce spectaculaire. Le président américain et le dirigeant nord-coréen vont se rencontrer, ça a surpris tout le monde. Autre nouvelle inédite cette semaine, un sommet intercoréen aura lieu fin avril, ce n'était plus arrivé depuis une dizaine d'années. Folle semaine donc, en voici un résumé. 남조선 대통령의 특사 대표단 성원들을 접견하셨습니다. L'envoyé spécial du Sud a fait part de l'intention du président sud-coréen Moon Jae-in d'organiser un sommet. Notre respecté dirigeant suprême et l'émissaire ont échangé leurs points de vue et abouti à un accord. Nous ne sommes que sur la ligne de départ et il est trop tôt pour être optimiste. Au cours de notre rencontre, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est engagé à la dénucléarisation. Il a fait part de son désir de rencontrer le président Trump le plus vite possible. Aujourd'hui, le président Trump a promis de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en mai. La dénucléarisation et la paix sur la péninsule de Corée commencent à se réaliser. Ils ne vont plus envoyer de missiles et je crois ça, je le crois vraiment. Je pense qu'ils sont prêts à faire quelque chose, je pense qu'ils veulent faire la paix, je pense qu'il est temps. Et je pense que nous avons montré une grande force et je pense que c'est aussi important, non? Quelle semaine, Marianne? Exactement. On est un peu saisis devant cette avalanche d'apparentes bonnes nouvelles, puisqu'au fond, le soulagement est la première réaction, dans la mesure où, vous l'avez rappelé, ces quelques derniers mois, on pouvait craindre le pire, et sans doute que Kim Jong-un a réfléchi à la possibilité d'une frappe préventive, ainsi que le menaçait le président américain, et il a voulu pousser son avantage, en passant d'abord, on l'a vu par le canal, donc, de son allié sud-coréen, quelque part, allié, puisque finalement le président Moon a toujours déclaré souhaiter reprendre un dialogue avec la Corée du Nord, et c'est une constante de la politique finalement de son mouvement, enfin de la tendance démocrate. On a déjà eu plusieurs gouvernements qui se sont illustrés dans cette politique dite du rayon de soleil auprès de la Corée du Nord, mais à chaque fois une politique était quand même contrariée par une attitude
attitude très, très dure de la part des États-Unis. Or là, on voit donc la reprise d'un dialogue entre les deux Corées et très vite s'enclencher cette perspective d'un sommet. Et donc on voit beaucoup d'images défiler devant nous et on a l'impression effectivement que nos deux dirigeants, Kim Jong-un pour Pyongyang et puis Donald Trump pour Washington, ils veulent être sur la photo. Ils veulent absolument montrer qu'ils ont la maîtrise du tempo stratégique. Et donc on est d'accord pour se rencontrer. On parle de dénucléarisation, c'est quand même un élément intéressant dans la mesure où l'administration américaine... Qu'est-ce qui va être discuté entre les uns et les autres. Avant d'y revenir, ça va vite, ça va très vite. Est-ce que ça va trop vite ? Guillaume. Oui, enfin ça va vite. Donc ça a déjà été dit, la victoire de Moon Jae-in aux dernières élections présidentielles signifiait déjà une volonté sud-coréenne, en tout cas que ça aille dans cette direction. Par ailleurs, il y avait déjà eu, il y a quelques semaines, les épisodes des Jeux Olympiques d'hiver qui montraient que de son côté aussi, la Corée du Nord était prête à jouer ce jeu-là. Je pense que chacun mesure que, enfin, y compris les Américains, qu'il n'y a pas de solution militaire à cette affaire, que si ça dégénérait, ça aurait des impacts négatifs pour tout le monde. Donc tout le monde, et je suppose aussi que la Chine a dû exercer des pressions sensibles, même si elle n'était pas forcément très ouverte sur la Corée du Nord. Donc je pense que tout le monde cherche maintenant une issue honorable. Ceci dit, les personnages en question sont très imprévisibles et on ne sait pas du tout ce que ça pourra donner, mais je pense qu'on va y revenir après. On va y revenir. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce que en fait, on peut estimer que c'est un bon moment vu de Pyongyang, dans la mesure où, vous l'avez rappelé, cette année 2017, elle a quand même été marquée par une campagne très intensive de tirs. Alors, est-ce que ça veut dire que finalement Kim Jong-un est rassuré sur les capacités nucléaires et balistiques de son pays et qu'il estime être en position de force pour pouvoir négocier ? Peut-être. En tout cas, ce que l'on a en tête, c'est son programme tel qu'il l'a annoncé dès 2012, dès son arrivée aux affaires, c'est-à-dire réaliser effectivement le développement d'un programme nucléaire, mais aussi le développement économique. Et peut-être qu'il est temps pour lui de se tourner vers cette dimension qui est quand même très importante pour la population du pays, et que les sanctions et le durcissement international et un accès à des financements internationaux qui n'est pas possible en raison justement de ces sanctions gênent le déclenchement de cette deuxième phase du programme du Cher Leader. Donc on peut estimer qu'il y a une certaine rationalité et un agenda qui est assez normal, assez prévisible de son côté, du moins. Et là, on en vient au cœur du problème, qui est la question nucléaire, Christian. Est-ce que l'un ou l'autre pourra faire des concessions ? Parce qu'on a quand même face à face deux personnages qui sont un peu droits dans leurs bottes encore aujourd'hui. La Corée du Nord a déjà fait quelques concessions, ça y est arrivé dans l'histoire, c'est pas impossible. Elle peut ralentir son programme nucléaire, elle peut le mettre entre parenthèses, de là à le faire disparaître. Je pense que ça, personne ne l'imagine rapidement. Est-ce que ça pourrait être une exigence américaine, justement ? Ça pourrait être une exigence américaine, mais Donald Trump aussi a besoin de quelques victoires diplomatiques. Il ne peut pas non plus passer tout son mandat comme ça, en étant complètement erratique. Il faut quand même qu'il fasse ses preuves et qu'il montre aux Américains qu'il peut livrer une certaine marchandise, et aussi sur le plan international. Donc, je pense qu'on est effectivement probablement dans une situation où les deux ont besoin d'une certaine victoire, et la Corée du Nord a besoin terriblement d'un développement économique. Et Kim Jong-un l'avait dit, le militaire et l'économie, c'était nouveau. Quand il l'avait dit, c'était totalement nouveau. Et aujourd'hui, je pense que la Corée a souffert terriblement du renforcement des sanctions. Ça reste un anachronisme inimaginable. 2% de croissance dans une zone mondiale qui connaît une telle croissance économique, où il y a des ressources naturelles, où il y a de la main-d'œuvre relativement bien formée, où on pourrait faire passer des pipelines. Tout ça, c'est un anachronisme complet qui, plus le temps passe, plus devient absurde. Donc, Marianne, oui, c'est vrai que le pays a des ressources, a des métaux rares, a un sous-sol qui est très riche et a une position stratégique extrêmement intéressante dans la Russie, dans la Chine, voudrait pouvoir profiter. Donc il y a des réseaux ferroviaires qui se sont reconnectés, il y a des possibilités d'acheminer du charbon, mais évidemment les sanctions qui
continue à isoler la Corée du Nord empêche au fond ce développement et empêche ses proches voisins, la Russie, la Chine, la Corée du Sud bien sûr, d'en profiter. Donc au fond, il serait, je dirais, très, très facile si on pouvait entrouvrir ou relâcher la pression des sanctions, devoir démarrer quelque chose autour des zones économiques spéciales, par exemple. Mais effectivement, il y a quand même des préalables, je dirais, stratégiques. Vous avez évoqué la dénucléarisation. Je pense qu'on ne va pas d'emblée sauter et qu'il va falloir envisager un certain nombre d'avancées assez progressives parce que dénucléarisation, c'est évidemment du côté américain, mais Kim Jong-un, lui aussi, il a un certain nombre d'exigences et notamment un traité de sécurité, un traité de paix qui pourrait amener le commandement américain, en tout cas Donald Trump, à réfléchir à modifier la présence militaire américaine en Asie du Nord. Donc il y a des enjeux qui sont autrement plus importants, enfin je veux dire qui sont tout aussi importants que la dénucléarisation et Kim Jong-un, il faut faire confiance à son sens diplomatique pour mettre aussi ça sur la table. Alors on a bien compris l'intérêt de Kim Jong-un, quel est l'intérêt de Donald Trump ? Alors, je pense qu'une fois de plus, on se retrouve à essayer de lire dans le marc de café pour comprendre la stratégie de Donald Trump. Et une fois de plus, c'est dur à décrypter, puisque d'après tout ce que l'on sait, c'est une décision qu'il a prise en 45 minutes, lors d'un entretien avec l'émissaire sud-coréen. C'est-à-dire aucune préparation diplomatique en amont. Visiblement, ses conseillers de sécurité nationale, le secrétaire d'État américain étaient assez surpris, puisque l'ordre diplomatique traditionnel, c'est que de longs mois, de longues années de négociations on l'a vu avec Cuba récemment. Aboutissent à une rencontre entre les chefs d'État. Là, on démarre en quelque sorte par la fin, c'est-à-dire qu'on démarre par la rencontre, dont personne ne sait aujourd'hui vraiment si elle peut avoir lieu, parce qu'elle soulève des tas de problèmes. Je pense que Donald Trump se voit toujours comme un agent immobilier qui fait des coups. Et là, il s'est dit, bah oui, pourquoi pas rencontrer Kim Jong-un. Alors, si on veut voir ça du côté positif, oui, pourquoi pas. En effet, Nixon a été en Chine, Reagan a rencontré Gorbatchev, ce qui a un peu délité l'URSS, amené à la fin de la guerre froide. Donc pourquoi pas le rencontrer ? Après, il y a encore un fossé énorme, puisqu'effectivement, on imagine que les Américains veulent la dénucléarisation. On n'imagine pas du tout la Corée du Nord accéder à ces demandes. Historiquement, sauf si je me trompe, il n'y a que 2 pays qui ont renoncé à l'arme nucléaire en l'ayant développée. C'est l'Afrique du Sud de manière volontaire et ils ont dit on ne va pas plus loin. Et l'autre, c'est l'Iran avec tout un cadre de sanctions, de mesures. Et voilà, on voit bien encore comment c'est instable. Et quand on voit ce qui s'est passé depuis l'accession au pouvoir de Kim Jong-un, l'importance qu'il a mis dans les tests nucléaires, des tests de missiles longue portée en se vantant de pouvoir atteindre des grandes villes américaines, voilà. Pour l'instant, il n'est pas prêt à y renoncer. Alors, effectivement, tout ce que cela peut apporter, je pense, c'est une détente dans cette région d'Asie, de faire baisser les tensions qui, effectivement, ces derniers mois ont quand même été assez rudes. Et on se rappellera d'ailleurs que Donald Trump avait promis le feu et la fureur sur la Corée du Nord. Il l'a traité de petit gros pour se faire qualifier de malade mental gâteux en retour par Kim Jong-un. Donald Trump, en campagne électorale, avait dit « I would have no problem to talk to Kim ». Kim. Je n'aurais aucun problème je n'ai aucun problème à lui parler. Donc, bon, on peut dire que Donald Trump dit tout et n'importe quoi, mais il aime, en tout cas, c'est un parieur, c'est quelqu'un qui aime être au centre du jeu et il aime saisir toutes les occasions où il peut se mettre carrément au centre du jeu et essayer de faire tourner la roue. On voit visiblement qu'il a sauté sur l'occasion. Guillaume ? Mais là, justement, oui, je partage ce point de vue. Donc, il pense que lui peut y arriver et par ses diplomates, etc. Mais le problème, c'est qu'effectivement, la question de la dénucléarisation et de faire renoncer Kim Jong-un, c'est vrai que le parallèle avec l'Iran a été fait souvent, mais autant qu'on en sache, la Corée du Nord en est plus loin aujourd'hui. Ils ont déjà une capacité réelle et dans l'état où est le régime, on le voit mal renoncer à cette arme internationale. Donc oui, c'est un pari intéressant, mais en même temps, du point de vue américain, je ne suis pas sûr qu'il puisse aboutir à des résultats très spectaculaires qu'il puisse ramener à la maison après cette rencontre. Il y avait 2 annonces cette semaine, celle d'une rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump, mais il y en avait une autre, est-ce qu'elle n'est pas plus importante ? C'est cette rencontre après une dizaine d'années, de nouveau un sommet entre les 2 Corées, est-ce que c'est de là qu'il y a le plus à attendre ?
Disons qu'il y avait une logique à voir s'articuler les deux sommets, avec d'abord effectivement une avancée dans les discussions entre les deux Corées, pour ensuite permettre d'aborder des questions de caractère plus stratégique. Sachant que là encore... Comme quoi, par exemple, quel type de questions peuvent être discutées? Eh bien, peut-être une reprise des relations. On a reparlé de la mise en place de lignes téléphoniques entre les deux présidents. Bon, c'est important parce qu'il ne s'était pas parlé depuis un certain temps. On a parlé de la reprise des familles séparées. Vous savez, ces familles qui ont été séparées pendant la guerre de Corée, dont les survivants sont actuellement très vieux. Et effectivement, il y a tout un contenu émotionnel et voire humanitaire derrière cette reprise. Quelques projets de nature touristique pour justement reprendre les échanges au niveau des personnes et justement favoriser un climat de détente et de confiance. Parce que au fond, on a quand même le sentiment que la confiance n'est pas là, que de part et d'autre, on se pose beaucoup de questions sur les arrière-pensées de Kim Jong-un, que celui-ci peut, à juste titre, se demander jusqu'où peut aller Donald Trump, puisque au fond, il n'y a pas encore si longtemps, on envisageait très sérieusement une frappe préventive sur des sites de lancement nord-coréens. Donc, de part et d'autre, il y avait peut-être, de la part du président sud-coréen, le souci d'arrondir les angles et de normaliser quelque part cet échange avec la Corée du Nord. Or, on se rend compte en brûlant les étapes qu'au fond, le jeune leader, il n'a peut-être pas besoin de tout cela. Il sait où il veut aller. Il a une certaine aisance diplomatique. Il envoie des lettres, il invite. Et au fond, on se dit que lui, il sait très bien où il veut aller. Il n'a peut-être pas besoin d'étapes intermédiaires. Par ailleurs, je pense... Vous connaissez mieux que moi ça, mais on vit toujours sur l'image de la Corée du Nord, kolkhoz à ciel ouvert des années 80-90, mais ça a grandement évolué ces dernières années, puisqu'il y a beaucoup de contacts économiques avec la Chine, et ça s'est développé. À Pyongyang, il y a des téléphones portables, il y a des magasins où désormais il y a plusieurs choix de produits. Voilà, il y a une population de classe moyenne qui commence à émerger, et Kim Jong-un, qui a aussi grandi à l'étranger, qui a fait des études à l'étranger, est probablement plus à même de percevoir comment amener son pays vers l'avant pour combler le fossé économique et social avec la Corée du Sud. Mais justement, dans le contexte que vous évoquez, c'est vrai que le durcissement des sanctions peut avoir aussi un impact plus négatif pour lui. Donc il a aussi besoin effectivement d'une ouverture plus grande. Vous parliez de la Chine. Comment réagissent les voisins Chine, Japon à cette double détente? Est-ce que par exemple du côté de la Chine, il y a une inquiétude d'avoir se rapprocher les Américains de leurs frontières? Oui, alors je pense que la Chine est quand même assez soulagée de voir cette reprise de dialogue qu'elle a essayé de favoriser elle-même par tous les moyens, c'est-à-dire qu'elle a donné des gages de responsabilité en acceptant finalement de voter les sanctions, puisqu'en fait, rappelez-vous que les principales critiques de Donald Trump devant l'échec de sa politique vis-à-vis de la Corée du Nord étaient d'incriminer la Chine en pointant du doigt le fait que la Chine ne respectait pas les sanctions et donc que l'on n'arrivait pas à obtenir des pressions suffisantes sur le régime de Corée du Nord. Donc finalement, de voir que se met en place aussi facilement apparemment un dialogue, ça ne peut que satisfaire la Chine, qui est peut-être pas aussi maximaliste que finalement les États-Unis. Elle avait proposé le double gel, c'est-à-dire une suspension effectivement des tirs, un moratoire sur les tirs, et en échange une suspension des fameux exercices d'ampleur américano-sud-coréens. Et elle serait peut-être prête. Elle serait peut-être prête à poursuivre dans cette voie pour laisser un dialogue peut-être plus consistant se mettre en place, parce que de toute façon, la dénucléarisation, on ne va pas y arriver de but en blanc. Et il ne faudrait pas que finalement tout se dégonfle trop vite. Donc il va falloir donner du temps au temps. Qui sera gagnant de cette séquence de cette semaine? Les Sud-Coréens ont aussi un intérêt très, très fort national à avoir une détente avec la Corée du Nord pour moins dépendre des Américains. Ce qu'il faut, on va y revenir, mais dans le contexte de la guerre commerciale qui est lancée par les États-Unis, etc., les Sud-Coréens sont aussi dans le viseur très très haut, et donc ils ont un intérêt à ce que sur le plan régional, ça se passe mieux avec la Corée du Nord, ça se passe mieux avec la Chine, et qu'ils soient moins dépendants stratégiquement des Américains pour leur survie. Pour conclure, Marianne, est-ce qu'on peut dire que finalement, si on résumait cette semaine, on peut dire que jusqu'ici tout le monde a à peu près sauvé la face et que c'est important?
Oui, c'est important. Il y a un climat de détente. Tout le monde est satisfait parce que chacun trouve que sa stratégie a fonctionné. Trump est persuadé que ce sont les sanctions et son langage très énergique qui sont à l'origine de ce revirement nord-coréen. Et finalement, Kim Jong-un, il estime qu'il a tenu le pari qu'il s'était fixé. Militairement, il se sent en position de force et maintenant, il propose, et c'est lui qui prend l'initiative de ce ballet diplomatique. Donc, lui aussi s'estime finalement très, très satisfait de la tournure des choses. Et la date et le lieu de cette rencontre au sommet est encore à déterminer si la rencontre a lieu. Thomas, comme vous le soulignez. Et Donald Trump, vous l'évoquiez, a aussi fait parler de lui cette semaine pour avoir peut-être amorcé une importante guerre commerciale. Question que nous allons nous poser maintenant. Le président américain a décidé d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. De quoi faire tiquer pas mal de monde. La guerre commerciale est déclarée et les réactions sont immédiates. Cette décision aura un impact grave sur les relations entre le Japon et les États-Unis, comme sur l'économie mondiale. Nous prendrons les mesures appropriées après avoir étudié avec attention les conséquences sur l'économie. Même discours pour la Chine qui dénonce une attaque délibérée et agite le spectre de représailles contre Washington. L'Union européenne espère y échapper en tant qu'allié et ami des États-Unis. La riposte a déjà été amorcée par Jean-Claude Juncker la semaine dernière. Plusieurs produits américains pourraient être taxés, gin, Harley-Davidson ou le fameux beurre de cacahuète. Pour officialiser l'annonce, Donald Trump a choisi de s'entourer d'ouvriers de la sidérurgie. Et il s'est montré particulièrement virulent. L'industrie américaine de l'acier et de l'aluminium a été dévastée par des pratiques commerciales étrangères agressives. Aujourd'hui, je défends la sécurité nationale de l'Amérique en instaurant ces taxes. 25% pour l'acier et 10% pour l'aluminium, des mesures en vigueur dans 15 jours. Le ton s'adoucit pour ses voisins canadiens et mexicains, seuls exemptés de ces taxes. Un virage protectionniste qui secoue aussi de l'intérieur. Peu après l'annonce, le président de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a fait part de son désaccord. Tout comme une centaine de membres du parti qui avaient demandé au président quelques jours avant de faire marche arrière. Au même moment, au Chili, 11 pays ressuscitent un accord commercial transpacifique sans les États-Unis. Et Donald Trump a précisé hier samedi qu'il consentirait à abandonner ses taxes sur l'acier et l'aluminium en Europe si l'Europe acceptait de renoncer aux droits de douane imposés aux produits américains, un traitement de faveur qui pourrait s'appliquer aussi, qui serait envisageable pour l'Australie. Guerre commerciale ou pur chantage, Christian ? Pour l'instant, certainement stratégie de chantage. En tout cas, ça c'est certain. Guerre commerciale, on verra. Mais au Canada, on a réagi. Ça a été la panique. Hein, alors le Canada qui est exempté des taxes, précisément. Oui, mais il n'était pas au début. Il n'était pas au début. Pendant quelques jours, il l'était pas. Et on était en pleine négociation à Mexico, 7e rencontre de négociation sur le renouvellement de l'ALENA, s'il y a renouvellement. Le traité entre les trois pays nord-américains. Entre les trois pays. Donc, au Canada, en tout cas, on a clairement perçu ça comme une stratégie de chantage. Alors, littéralement sur la question de l'ALENA. Et je vous donne un exemple. Par exemple, il n'y a pas longtemps, Donald Trump a invoqué des tarifs absolument énormes sur les avions canadiens, les avions de bombardiers qui seraient importés aux États-Unis. On est allé devant la commission, des affaires extérieures à la Chambre, et on a gagné. Le Canada a gagné, il n'y a pas de problème. Ce sont des menaces qui n'ont eu aucun sens. Le résultat concret, c'est que Bombardier va créer une usine en Alabama parce que le climat est tel qu'on peut s'attendre à n'importe quoi, donc on se protège et on va fabriquer une partie du C-Series aux États-Unis. Donc ça marche. Ce chantage-là fonctionne, en tout cas a fonctionné avec le Canada. Alors est-ce qu'en effet on est dans une stratégie de chantage ou est-ce qu'il y a une importante guerre commerciale qui vient d'être lancée? Est-ce qu'on peut l'affirmer aujourd'hui? On ne peut pas l'affirmer aujourd'hui, ça dépend un peu des suites qu'il va y avoir dans les prochaines semaines, mais ceci dit, il y a un problème majeur qui est dans le domaine de l'acier, par exemple, les surcapacités phénoménales qu'il y a en Chine, qui ont continué à être développées après la crise, puisque le plan de relance chinois a consisté à construire des nouvelles usines dans des domaines où il y avait déjà des surcapacités monumentales. Ça touche en particulier l'acier, donc c'est un problème qui se pose à l'échelle mondiale. Donc les Européens ont décidé eux-mêmes de prendre des mesures contre l'acier chinois
qui étaient importés avec dumping. Donc là-dessus, il y a des problèmes de ce type à l'échelle mondiale, des déséquilibres mondiaux qu'il faut régler. Et c'est vrai que Donald Trump pose ce problème sur la table mondiale. Alors après, ça dépend de comment les autres vont réagir, mais c'est vrai que en Chine, en tout cas, se pose ce problème. Il va falloir fermer beaucoup d'usines parce que dans beaucoup de secteurs, il y a aujourd'hui une surcapacité qui provient de la Chine. Mais est-ce qu'alors on peut dire que c'est la Chine qui est visée, puisque je crois que c'est la moitié de l'aluminium mondial qui est produit là-bas. C'est le premier exportateur mondial d'acier aussi. Dans les deux cas, les États-Unis en sont le premier importateur. Est-ce qu'on peut dire que c'est la Chine qui est visée particulièrement par ces taxes ? Oui, enfin, je pense que ça fait partie depuis le départ de la politique de Donald Trump. Même si Steve Bannon est parti, ça reste malgré tout un de ses axes de dire il y a un problème avec la Chine sur le plan commercial, sur le plan industriel, et il faut s'y attaquer ouvertement. Ceci dit, là où ça risque de dégénérer, c'est justement plutôt sur les autres pays qui risquent d'être concernés. Donc s'il ne prend pas que des mesures vis-à-vis de la Chine, ça risque d'avoir des conséquences très négatives sur l'ALENA d'une part, et sur les relations avec l'Union européenne d'autre part. Sur la Chine, peut-être rapidement d'un mot, Marianne, oui, et ensuite Thomas. Il y a une absence de concertation, comme à chaque fois que Donald Trump prend une décision, et une certaine forme de brutalité qui met très mal à l'aise ses principaux partenaires en Asie. On parle de la Chine, mais on a bien vu la réaction du Japon et la réaction de la Corée du Sud, qui est quand même l'un des 3e pays exportateurs donc d'acier. Et c'est très important dans les échanges avec les États-Unis, le thème de l'acier comme le fer et l'aluminium. Et donc le fait d'être marginalisé d'une façon aussi, je dirais, brutale et unilatérale, forcément n'est pas très bien vu par des partenaires qui pouvaient espérer un traitement un petit peu plus privilégié et qui sont mis en fait sur le même plan que la Chine et donc considérés comme des ennemis économiques. Thomas. J'ajouterais qu'il y a aussi quelque chose de très identitaire de la part des États-Unis dans l'acier. Et je fais référence à une chanson que j'aime beaucoup, qui est une chanson de Bruce Springsteen qui s'appelle Youngstown, qui fait référence à cette ville de l'Ohio dans laquelle se produisait en fait l'acier qui a servi au chemin de fer pour la conquête de l'Ouest, qui ensuite a servi à construire les canons de la Première Guerre mondiale, de la Seconde. Et donc il y a quelque chose de profondément identitaire aux États-Unis avec l'acier, qui représente économiquement c'est très peu finalement. Et on l'avait déjà vu en fait avec George W. Bush, qui en 2002 avait lui-même passé une mesure d'augmentation des droits de douane, qu'au bout d'un an, il a enlevé, parce qu'en fait, ça avait fait perdre des emplois aux États-Unis, parce que finalement, il y a plus d'acier... 200 000 à peu près. Voilà, c'est ce qu'on a une étude à chiffrer à 200 000 emplois, parce que finalement, il y a beaucoup plus d'acier qui est consommé par différents pans de l'industrie américaine, qu'il y en a que ça ne rapporte à la fabrication de l'acier propre. Par ailleurs, il faut aussi savoir que l'acier... Bon, même s'il y a augmentation des droits de douane, il y a toujours des droits de douane sur l'acier aux États-Unis qui, finalement, selon un certain nombre d'économistes, ont contribué au fait que les aciéries américaines ne se sont pas modernisées. Ils ont choisi de distribuer des dividendes aux actionnaires parce qu'ils étaient protégés, etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu un développement technologique de la fabrication de l'acier aux États-Unis, ce qui aujourd'hui, par exemple, rend impossible ce que vous racontiez avec Bombardier ou ce qui s'est passé avec l'automobile chinoise dans les années 80. Donc, imaginons des étrangers qui viendraient ouvrir des usines d'acier aux États-Unis. En fait, c'est pas possible aujourd'hui du fait du manque de technologie pour l'acier aux États-Unis et aussi du fait que, comme le disait Guillaume, il y a un surplus d'acier dans le monde. Donc, ça n'a aucun sens de venir produire aux États-Unis de l'acier pour le marché américain. Est-ce que ça veut dire que ces taxes seront d'abord mauvaises pour l'économie américaine ? C'est ce que beaucoup de monde dit. Beaucoup de monde dit, parce qu'effectivement, il y a beaucoup qui on parle de perte d'emploi entre 18 000 et 40 000 à peu près, parce qu'il y a assez peu d'emplois à créer dans les aciéries. Et il y en a beaucoup à perdre dans l'industrie automobile. Donc, et quelles conséquences sur l'économie mondiale ? Parce qu'on parle des États-Unis, on parle de la Chine. Quelles conséquences ça va avoir plus généralement ? Mais là encore, c'est si Donald Trump va jusqu'au bout de cette stratégie-là. Mais comme c'est un homme qui n'a visiblement pas de stratégie, du moins à long terme, mais qui fait des coups, on verra s'il va jusqu'au bout. Rappelons les textes vont entrer en vigueur dans 15 jours. Qu'il y a des élections en Pennsylvanie, mardi. Il y a une élection partielle en Pennsylvanie.
Pennsylvanie mardi. Donc, il y a toujours cet aspect électoral pour Donald Trump. C'est un basement de Trump. Trump, ça fait partie de ses promesses de campagne. Les ouvriers de l'acier en Pennsylvanie, dans l'Ohio, dans le Michigan, sont les électeurs de Trump. Et il était dans la Rust Belt samedi. C'est aussi un message envoyé à ses électeurs qui est de dire, voilà, je tiens compte de la raison pour laquelle vous m'avez élu. Guillaume. La principale conséquence positive que ça pourrait avoir, ce serait d'obliger les Européens à réfléchir aussi à leur politique économique, et en particulier les Allemands. Donc la zone euro a eu l'an dernier un excédent commercial de 330 milliards d'euros, ça fait 3% du PIB de la zone euro. Donc si Donald Trump va plus loin dans sa politique de protection du marché américain, en particulier, les principaux concernés risquent d'être les Européens et les Allemands. Ça pourrait les inciter à faire ce que les Français ou les autres Européens n'ont jamais réussi à faire, c'est-à-dire les amener à changer d'attitude par rapport à la politique économique en Europe et à chercher à développer davantage la demande intérieure en Europe plutôt que de chercher toujours à exporter hors d'Europe. Si c'était ça la conséquence du coup de poing sur la table de Donald Trump sur l'acier, ce serait une conséquence assez positive finalement. Conséquence par ricochet à laquelle vous croyez, Christian ? Il reste deux dans le monde aujourd'hui, il reste deux grandes capitales du libre-échange tous azimuts, c'est Bruxelles et Ottawa. Non, absolument. On constate aujourd'hui combien les discours qu'on entend à Bruxelles et à Ottawa sont des discours qu'on entendait il y a 10 ans, il y a 15 ans, comme si le monde n'avait pas changé, comme si l'atmosphère, le climat du commerce international était toujours celui de la chute du mur de Berlin et d'ouverture des marchés tous azimuts partout. On n'est plus vraiment là. Oui, absolument. Et en Asie, finalement, avec une empreinte économique qui devient, je dirais, plus légère, on a le sentiment d'un désengagement politique. Et la Chine, elle est là pour combler économiquement ce vide. Alors, il y a les partenaires des États-Unis. Vous avez mentionné que parallèlement à ce retrait spectaculaire de Donald Trump du traité transpacifique, le Japon et l'Australie ont beaucoup travaillé pour parvenir quand même à maintenir ce traité. Il a été ratifié il y a 2-3 jours, me semble-t-il. Le même jour, en fait, que celui de la signature. Et donc, on a quand même le sentiment d'une volonté de rééquilibrage et en tout cas de conserver une zone de libre-échange avec un certain nombre de pays qui sont, par construction politique, plutôt tournés vers les États-Unis que vers la Chine. Et donc, on voit finalement deux mondes en compétition et finalement, Donald Trump n'a pas l'air de vouloir aider un ensemble de pays qui seraient ses partenaires naturels et qui auraient peut-être tendance à aller regarder désormais un petit peu plus du côté de la Chine qui, elle aussi, essaye de créer à sa main une zone de libre-échange et qui a signé un certain nombre de traités en ce sens avec les pays de l'ASEAN, par exemple. Thomas. Il y a effectivement quelque chose de très curieux dans la décision de Trump et dans la manière dont il présente ça. C'est un discours de victime, en fait. C'est les États-Unis, nous sommes victimes de ce libre-échange tous azimuts dans le monde. Il invoque même la sécurité du pays. Voilà. Oui, ça, c'est un argument puisque ça permet de faire passer ça au Congrès sans faire voter une loi. Enfin, voilà, c'est un peu juridique. C'est bien également, de le préciser. auprès de l'OMC, si jamais il y a des plaintes devant l'OMC, il plaidera la sécurité nationale, qui, d'après les experts, est assez compliqué à plaider quand même. Mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un discours de victimisation de la part des États-Unis, qui sont quand même les principaux artisans de la mise en place du libre-échange au niveau mondial et ceux qui en ont le plus bénéficié. Et aujourd'hui, parce que sur certains points, qu'on ouvre les vannes du libre-échange, on est perdant sur certains produits, gagnant sur d'autres. Et Trump se déclare victime sur les questions de l'acier, de l'industrie lourde, etc., sans se rendre compte qu'en fait les États-Unis en bénéficient tous azimuts au détriment de l'Europe, au détriment même parfois de la Chine. Et voilà, donc c'est extrêmement curieux ce discours de victime qui en fait est à mettre en rapport avec le discours de l'électorat américain également qui se déclarent eux-mêmes victimes sans se rendre compte qu'en fait le problème c'est que les États-Unis ne sont pas victimes. Il y a une part de la population qui subit ça, une petite partie de la population, elle, en profite grandement, ce sont les inégalités et le 1% dont on a beaucoup discuté aux États-Unis. Il y a une dimension rationnelle quand même dans ce discours qui est le creusement du déficit américain dans la période, du déficit extérieur américain dans la période, et les perspectives de creusement qui sont aussi très fortes dans le futur, du fait en particulier de la politique fiscale de Donald Trump qui relance la machine de la consommation américaine et qui donc va relancer les
déficits extérieurs. Donc, d'une certaine façon, il y a malgré tout une logique derrière cette problématique. Après, effectivement, elle risque d'avoir des conséquences sur d'autres produits et services qui sont très profitables à l'économie américaine. On pense en particulier au numérique, où là, ça risque d'inciter les partenaires des États-Unis à prendre des mesures de rétorsion, ce qui ne serait pas très favorable pour la Californie, etc. Mais en attendant, il y a des raisons d'être inquiet du point de vue américain du côté de la dégradation du commerce extérieur et de ses conséquences à moyen terme. Est-ce qu'on est quand même rentré là dans une période où finalement taxe d'un côté, si ça se faisait, parce que il faut effectivement voir ce qui va se passer dans 15 jours exactement, et qui va finir par négocier, peut-être avoir des exemptions comme le Canada, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque d'entrer dans une logique de taxe contre taxe, finalement on va taxer l'automobile en répercussion, etc. Est-ce que c'est une crainte que vous avez, Christian? Je ne sais pas si Trump est suffisamment stupide pour aller jusque-là. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un c'est un provocateur, c'est celui qui secoue tout pour voir qu'est-ce qui va se produire, qu'est-ce qui va se passer, et dès qu'il voit une opportunité, il saute dedans et il y va. Mais en général, pour l'instant, du moins, il arrête la machine avant la guerre totale ou avant que ça explose. Et j'ai plutôt l'impression que dans ce coup-là, ils cherchent effectivement des gains immédiats. Ils cherchent des gains immédiats. Est-ce que sur le long terme, les Américains y bénéficieront? J'en sais rien, mais ils cherchent des gains immédiats. En tout cas, au Canada, c'est clair, ils cherchent des gains immédiats dans les négociations sur l'accord de libre-échange. Marianne? Tout ça, tout ce jeu est fonction des partenaires. Il a des partenaires plus ou moins complaisants, disons, mais je ne suis pas sûre que la Chine prêterait une oreille complaisante au revirement de Trump, et elle pourrait mettre en place, je dirais, des mesures de rétorsion très, très dures, supprimer une partie des investissements directs qu'elle consent au sein de l'économie américaine. On évoque toujours le trésor de guerre, les fameux bons du trésor, et tout un ensemble de capacités de pression que la Chine aurait pour mettre vraiment en difficulté l'économie américaine. Je pense que si Trump ne s'arrête pas à temps, je pense que la Chine ne tardera pas à réagir. Je ne suis pas sûr que ce soit la Chine qui tienne les États-Unis. Je pense que c'est les États-Unis qui tiennent la Chine. Quand vous devez 10 000 euros à votre banquier, vous êtes mal, mais quand vous lui devez 1 million d'euros, c'est lui qui est mal. Bon. Et c'est le cas. La relation entre la Chine et les États-Unis est plutôt de ce type-là aujourd'hui. Je pense que la réaction en Chine, ça risque d'être plutôt de dire il faut qu'on accélère la restructuration de notre appareil industriel, il faut qu'on ferme ces entreprises d'État qui ne rapportent rien, etc. Il faut qu'on développe notre domaine des services, notre demande intérieure, et qu'on développe aussi des relations avec le reste du monde, la route de la soie et toutes ces choses-là, et y compris les relations avec l'Europe qu'il cherche à développer par ailleurs. Pour conclure, Guillaume, on dit que l'économie mondiale va mieux, il y a un petit vent d'optimisme en ce moment. Est-ce que ce qui se passe là avec les États-Unis peut venir assombrir les perspectives rapidement pour conclure là-dessus? Parce qu'il y a d'autres éléments qui risquent de les assombrir. C'est la remontée des taux d'intérêt par les banques centrales qui se font petit à petit. C'est la remontée des cours du pétrole. Donc si ça rajoute une louche supplémentaire d'inquiétude et d'incertitude sur l'avenir, ça risque effectivement d'avoir un impact non négligeable sur l'économie mondiale. Très bien, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes sur TV5 Monde, vous regardez Kiosque, on va continuer à discuter de l'actualité de cette semaine avec ce cataclysme électoral en Italie. Les élections de dimanche dernier, on en parlait, marquent la déroute de la gauche, le dépassement de la droite par son extrême droite. En résumé, un succès des forces dites anti-système, souvent aussi qualifiées de populisme. Et le populisme, qu'est-ce que c'est? On va s'y intéresser. Voici la définition de Déco d'Actu, la série animée de France TV Éducation. Dans populiste, il y a avant tout le mot « peuple ». Les populistes affirment être les porte-parole du peuple, la fameuse majorité silencieuse, qu'ils protégeraient contre les élites, et le « système », ce mot vague qui représente en gros la finance internationale, les politiques ou les médias qui sont accusés de priver le peuple souverain de ses droits, de son identité et de sa liberté d'expression. Trump, qui est peut-être le symbole du populisme aujourd'hui, a dénoncé tout au long de sa campagne l'establishment, attaquant l'élite politique et comparant Hillary Clinton à un escroc à la solde de Wall Street. Un discours qui flirte avec le complotisme et qui est, avec les mesures démagogiques, une des autres facettes du populisme.
D'ailleurs, critiquer la classe dirigeante n'est pas illégitime en démocratie. Non. Pour Jan Werner Müller, professeur à l'université de Princeton, le trait distinctif des populistes, c'est plutôt qu'ils affirment être les seuls à représenter ce qu'ils appellent le véritable peuple. Évidemment, toute la question est de savoir ce qu'est le véritable peuple. Catégorie subjective, protéiforme et qui se résume souvent aux gens qui sont d'accord avec eux. D'ailleurs, pour ses opposants, le populiste use et abuse de formules chocs et démagogiques et instrumentalise l'opinion d'une partie du peuple pour se faire élire. Mais ce n'est pas nouveau, me direz-vous. Et oui, au cours de l'histoire, le terme de populisme a désigné des mouvements politiques très différents. C'est un mot fourre-tout qui devient synonyme, selon les époques et les hommes politiques, de nationalisme, de protectionnisme, d'autoritarisme. Par exemple, lorsqu'il apparaît, à la fin du XIXe siècle, le mot n'est pas péjoratif. Il désigne alors les mouvements populaires de protestation rurale en Russie et aux États-Unis. Alors qu'au milieu du XXe siècle, le terme fait plutôt référence aux expériences nationalistes des régimes sud-américains qui ont rompu avec la lutte des classes et le marxisme, comme notamment l'Argentine et la Colombie. Bref, chacun met un peu de ce qu'il veut dans populisme. La preuve, des partis de droite comme de gauche y sont associés. Ce qui est sûr, c'est que l'utilisation du terme a le vent en poupe, et ce, surtout depuis la crise de 2008. La crise économique a détruit les conditions d'existence de pans entiers de la population. Un terreau fertile pour les populistes qui trouvent une oreille attentive chez les laissés-pour-compte de la mondialisation et du libéralisme et les désenchantés du système politique. Et après les élections en Italie de dimanche dernier, ce terme est à nouveau un peu sur toutes les lèvres. On voit bien que c'est un concept un peu insaisissable. Comment vous l'identifiez, vous, Thomas ? Je pense qu'il faut déjà peut-être le qualifier, au sens où on parle de populisme, mais je dirais que ce à quoi on assiste ces dernières années, c'est un populisme de droite, parce qu'il y a aussi du populisme de gauche, et c'est pas eux qui accèdent au pouvoir aujourd'hui. Si on prend les exemples que vous prenez de l'Italie, même si le débat autour du mouvement 5 étoiles est ouvert, il est plus compliqué. Le mouvement 5 étoiles a des pans d'idéologie de droite, des pans d'idéologie de gauche, c'est un peu flou, mais dans l'ensemble, en Hongrie, en Pologne, aux États-Unis et dans d'autres pays, ce sont des populismes de droite, voire même des nationalismes de droite qui ont le vent en poupe. Ce ne sont pas les populismes de gauche. Si on considère, je sais pas, que Jean-Luc Mélenchon, Bernie Sanders, Jeremy Corbyn, Podemos, ça sont des populismes de gauche, ce ne sont pas eux qui ont accédé au pouvoir aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est un premier qualificatif à mettre à cette vague populiste. Alors Christian, vous étiez, vous, à Rome avant le scrutin. Je cite votre chronique dans Le Devoir cette semaine. Populiste ou populaire, voilà la question que me lançait un représentant du mouvement 5 étoiles. C'est cette formation populiste, donc, qui est arrivée en tête dimanche dernier aux élections en Italie. Populiste, c'est un mot fourre-tout ou populaire. La question mérite quand même d'être posée. C'est un mot bateau qui sert souvent à désigner ceux qu'on n'aime pas ou ceux qui dérangent un peu la vie politique, le train-train politique normal. Droite, gauche, ce sont des qualificatifs qu'on accepte. Que le Parti socialiste se considère de gauche. Il n'y a pas de débat là-dessus, mais populiste, à part Steve Bannon, il n'y a personne à peu près qui se revendique véritablement du populisme. Le mouvement 5 étoiles ne se revendique pas populiste. Et ça change selon les moments. Au début des années 90, c'est Berlusconi qui était l'affreux populiste. Maintenant, qui veut nommer un président du Parlement européen comme premier ministre, tout à coup, c'est plutôt le mouvement 5 étoiles et la Ligue qui sont aujourd'hui populistes dans cette élection. Donc, c'est toujours celui qui dérange et celui qui quelque part, dérange un peu nos habitudes politiques et soulève des questions qui fâchent, en fait. Non? Oui, enfin, ce qu'il y a de clair pour ce qui concerne l'Europe, c'est que les forces politiques traditionnelles qui ont construit l'Europe depuis l'après-guerre, donc essentiellement les sociaux-démocrates d'un côté et les chrétiens-démocrates de l'autre, ont failli. Ils n'ont pas réussi à construire une Europe qui soit au point sur les nouvelles technologies, où il n'y ait pas beaucoup de chômage, où il y ait une monnaie unique qui fonctionne, etc. Donc c'est pas étonnant que les différents peuples européens cherchent d'autres issues et des nouveaux mouvements. Parmi les mouvements populistes qui ont réussi, on n'en a pas cité un, mais ça s'appelle La République en marche, et c'est M. Macron en France. C'est un populisme d'extrême centre, mais il était construit sur la même chose que les autres, c'est sur le dégagisme des forces politiques traditionnelles. Mais est-ce que c'est être populiste, alors, justement ?
Ou est-ce qu'il a senti, dans l'air du temps, qu'il y avait une envie de changement? Dégager les élites en place et les partis existants en s'adressant directement au peuple, en disant on va construire le programme ensemble, on va faire un mouvement à partir de la base, etc. C'est la même chose que le mouvement 5 étoiles. Hein. Ils sont, je pense, beaucoup plus proches qu'on ne le pense. Marianne, je vous laisse réagir parce que vous posez une vraie question. On parle souvent d'exception française après l'élection présidentielle d'il y a presque un an. Emmanuel Macron est un populiste? Mais justement, je trouve ça assez paradoxal parce que effectivement, il est arrivé en critiquant le vieux système. On a bien compris ce message, mais en même temps, il s'est montré très pro-européen. Et donc, j'avais quand même aussi l'impression que Bruxelles et sa vision de la mondialisation était quelque chose qui était très très critiqué, qui était plus ou moins considéré à l'origine de beaucoup de difficultés dans les pays qui se sont tournés vers le populisme. Et on cite aussi le Brexit comme étant en fait l'expression de cette vague populaire de rejet. Donc je trouve ça un peu paradoxal de traiter le mouvement de Macron qui veut justement reconstruire l'Europe ou en tout cas changer la physionomie de l'Europe, donner envie de l'Europe, si je reprends d'ailleurs un de ses slogans, et donc le qualifier de populiste, où à ce moment-là on est dans une logique populiste, populaire, mais il y a aussi la logique populiste démagogue qui est aussi une tendance assez négative, mais on le voit avec tous ces tribuns dont le seul discours est quand même la négation de tout ce qui existe. C'est quand même un anathème populiste, c'est-à-dire on désigne comme populistes ceux avec qui on ne veut pas parler, ceux avec qui la discussion n'est à peu près pas possible. Il n'est pas surprenant qu'on ait désigné comme populiste le Brexit, plus de la moitié de la population du Royaume-Uni qui a voté pour le Brexit, qu'on ait désigné comme populiste les gens qui en Italie ont remporté grosso modo la dernière élection, qu'on désigne comme populistes les pays du groupe de Visegrad, qui sont l'ancienne Europe de l'Est, qui ne veulent pas jouer le jeu de l'Union européenne. Donc, on a un peu l'impression d'un anathème qu'on jette sur une partie de la population avec qui, en fait, on ne veut pas discuter et dont on nous dit même parfois qu'elle n'existe pas. Mais, alors moi, je pense que c'est quelque chose de très européen, cet anathème qu'on jette sur le populisme. Parce que pour avoir vécu de longues années aux États-Unis, populisme à gauche aux États-Unis est quelque chose de positif. C'est un terme positif. Bernie Sanders se réclame du populisme. Un certain nombre de démocrates se réclament du populisme parce que c'est une interprétation qu'on a vue dans le petit dessin animé que vous avez montré, qui est l'attention aux besoins du peuple. Et ça, c'est pas négatif. Je pense que c'est en Europe où des mouvements installés, la social-démocratie, la démocratie chrétienne qui ont construit l'Europe, finalement, se sont de plus en plus éloignés des aspirations populaires et donc disqualifier en quelque sorte les aspirations populaires des mouvements ouvriers, d'un certain nombre de gens. Et du coup, c'est devenu un anathème. Mais dans certains pays, ce n'est pas considéré comme un anathème. Aux États-Unis, c'est encore quelque chose qui est jugé positif. Et moi, personnellement, je pense que ça pourrait être jugé positif encore en Europe. Et c'est pour ça que le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces mouvements qu'on désigne populistes, ce sont avant tout des mouvements nationalistes de droite. Alors, ça nous emmène en Europe de l'Est. On a déjà rapidement vu cette carte. On va la regarder à nouveau. Carte de l'Europe. On voit quels pays ont des populistes aux commandes. En orange, des gouvernements populistes. En jaune, des coalitions intégrant des populistes. Et puis l'Italie avec des populistes aux portes du pouvoir. On voit une Europe littéralement coupée en deux. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi peut-être une frontière culturelle et donc politique dans l'Union européenne autour de cette notion de populisme? Ce qui se passe en Europe centrale et orientale est assez clair à mon sens, c'est-à-dire que c'est des pays qui sortent du communisme. Donc dans une première période, ils ont été très attirés par le libéralisme à la Reagan, Thatcher, l'influence américaine, etc., etc. Ça a mené à des désastres sociaux dans ces pays-là. Donc aujourd'hui, ils ont besoin d'être rassurés sur le plan social, et vraiment le succès à la fois du PiS en Pologne et d'Orban en Hongrie, c'est quand même qu'ils ont réussi à remettre l'économie sur pied, à réduire le chômage, à réintégrer du social dans ces pays-là qui avaient été dévastés dans la période antérieure. Donc à côté de ça, il y a effectivement une méfiance, enfin une volonté de reconstruction nationale, mais qui est assez compréhensible dans des pays qui ont été occupés militairement pendant 40 ans. Donc c'est vrai que c'est très difficile à intégrer dans le contexte de l'Europe à 27, et c'est très difficile pour nous, en Europe de l'Ouest, de comprendre ce qui se passe là-bas. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait non plus ce qu'il faut
pour se rapprocher, à la fois en n'augmentant pas le budget européen au moment où ils sont rentrés, et puis ce qui a été demandé sur le plan des migrants, c'était pas acceptable pour eux. On pouvait demander aux Hongrois ou aux Polonais d'accepter des migrants que si on leur donnait de l'argent pour les recevoir. Leur demander, et l'exemple aussi pour ce qui concerne la France en tout cas. Christian. Oui, il y a, je pense, comme ligne de démarcation entre les populistes et les non-populistes, grosso modo, l'attitude à l'égard de l'Europe, l'attitude à l'égard du libre marché, l'attitude à l'égard de l'immigration. Hein. On met évidemment tous ceux qui veulent restreindre l'immigration, généralement du côté des populistes. J'ai pu le voir en Italie. L'élection italienne a largement tourné autour du débat sur la question de l'immigration. Qu'est-ce qui s'est passé en Italie? L'Europe a abandonné littéralement l'Italie, mais l'Italie s'est débrouillée elle-même. Oui, non, mais l'Italie s'est débrouillée elle-même. Elle s'est débrouillée elle-même, c'est-à-dire que les frontières ont été fermées en Autriche, en France, donc s'est retrouvée avec 180 000 immigrants, multiplication par 4, je pense, depuis 2011 de l'immigration, ce qui est absolument effarant. Hein? Multiplié par 4 l'immigration depuis 2011, il n'y a aucun pays qui peut supporter ce genre de choses-là. Et l'Italie a fait deux choses. Elle a d'abord créé des structures d'intégration absolument extraordinaires qu'elle n'avait pas, parce que l'Italie, c'est un pays d'émigration, c'est pas un pays d'immigration. Donc, elle n'avait pas ces structures-là que la France avait, que le Québec a, que plein de pays ont. Donc, elle a créé des structures tout à fait excellentes. Il y a eu des mouvements de solidarité pour soutenir les migrants. Et elle a dépêché son armée au Niger et en Libye pour aider les pays à briser les filières illégales. Et le résultat de ça, c'est que l'Italie considère aujourd'hui qu'elle est capable seule d'arrêter l'immigration et qu'elle n'a pas besoin de l'Union européenne. L'Union européenne ne sert à rien. Pour conclure plus généralement sur ce thème, alors on aurait pu continuer là-dessus, mais on arrive presque au terme de l'émission. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire qu'en fait on assiste à une nouvelle phase politique en Europe? C'est une nouvelle période politique qui s'ouvre en Europe? Vraiment d'un mot, Marianne? Écoutez, je ne sais pas, parce que à vous entendre, on a quand même l'impression qu'il y a de différents modèles de populisme. Alors peut-être que selon effectivement la culture d'origine, il y a un effort d'acclimatation. Il faut voir peut-être ce que va donner l'Italie, qui est le dernier exemple en date. L'immigration a déjà baissé, 180 000 à 119 000. Il y avait quand même pour conclure vraiment, Thomas, je vous laisse le mot de la fin. On a vu Steve Bannon au congrès du Front National hier samedi, mais Steve Bannon est en tournée européenne. Il était en Italie, en Suisse, il s'apprête à aller en Hongrie. Steve Bannon, c'est quoi? C'est un businessman, c'est un entrepreneur du populisme, du nationalisme de droite, et il était en Europe pour essayer de constituer un vaste mouvement international de ces populismes de droite. Donc on verra s'il réussira ou pas, mais c'est son objectif. Et il est en Europe, effectivement, en ce moment. Je vous propose qu'on conclue. On aurait pu continuer, je crois, à parler longuement de cette question du populisme, qui est une tendance qu'on voit qui est là depuis quelques temps déjà. Mais on va conclure, comme d'habitude, avec la semaine de dilemme. Et vous allez voir, on en parlait tout à l'heure de ce tête-à-tête prévu entre Kim Jong-un et Donald Trump. Et regardez, le Nord-Coréen et l'Américain qui se rencontrent portés par des missiles nucléaires. Xi Jinping, nouveau grand timonier de la Chine. Voici la petite tablette rouge, explique celui qui peut désormais rester président à vie. Les députés ont plébiscité ce dimanche une réforme de la Constitution abolissant la limite de 2 mandats. Vraiment, très rapidement, un commentaire là-dessus. Qu'est-ce qui se passe en Chine ? Il y a une reprise en main très, très nette de la part de Xi Jinping, avec le souci effectivement de rester aux affaires pour mettre en place cette vision de la renaissance chinoise qui passe par un renouvellement de nouvelles décisions en matière économique, la lutte contre la corruption, on l'a vu, et donc effectivement un pouvoir fort et une certaine continuité, ça peut aider. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à la situation en Chine. On continue avec dilemme. Près de 700 000 musulmans Rohingyas ont fui la Birmanie où ils sont persécutés. Une véritable hémorragie, constate la prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi devant un bain de sang. Il y a plus de migrants qui meurent en Libye qu'en Méditerranée. La cause est la même, la noyade, explique ce combattant libyen devant un homme en train de mourir dans son propre sang. Dilemme qui a le crayon un peu lourd cette semaine. Et puis enfin en France, le Front National, on en parlait tout à l'heure, qui change de nom, proposition de nom Rassemblement National, et surtout un changement de prénom, corrige Marine Le Pen, fille de Jean-Marie, réélue à la tête du parti d'extrême droite alors que son père est déchu de sa présidence d'honneur. Merci à vous quatre d'être venus ici ce dimanche commenter, décrypter l'actualité. Merci à vous qui nous regardez. Je vous souhaite une excellente semaine. À dimanche prochain.